notre 7e conférence du cycle, nous avons le plaisir d'accueillir Yann Richard, qui, vous le savez, est professeur de géographie à Paris 1, où il dirige l'UFR de géographie à cette université, spécialiste de géopolitique. Il dirige la collection Géographie et Culture à Matan. C'est un spécialiste de l'Europe, de l'Union européenne, en géopolitique, de l'Europe orientale. Et il a, parmi de nombreux ouvrages et atlas, articles publiés en 2014, la régionalisation du monde, et livre dans lequel il croise des problématiques à la fois de la mondialisation et de la proximité géographique. Cette 7e conférence s'inscrit, je dirais, dans le cours des choses et d'une actualité sur le Moyen-Orient qui réserve, je n'allais pas dire des surprises, parce que c'est plutôt le caractère laborieux des négociations et de la recherche d'une solution à la crise qui frappe, notamment sur les bases de ce cessez-le-feu, pour tout le monde, cessation des activités, pour employer les termes plus précis des accords que tout le monde appelle de ces deux, mais qui se retrouvent sur le terrain toujours extrêmement compliqué. Donc, une situation qui est incertaine, où on voit un repositionnement, on l'a constaté notamment lors des dernières conférences, le repositionnement des acteurs, l'entrée de la Russie évidemment dans cette question et fortement de nouveau sur cette zone, mais aussi l'implication de l'Iran, de la Turquie, de l'Arabie Saoudite, du Qatar, et une interrogation sur les États-Unis, sur le rôle au fond de la diplomatie américaine, certes qui aboutit à cet accord de cessez-le-feu, de cessation des hostilités, mais on voit bien à l'œuvre, j'allais dire, une certaine forme de réticence de l'administration d'Obama et d'Obama lui-même à réintervenir dans cette zone où les États-Unis ont à la fois précipité des escalades et risqué de s'enrhumer, et puis, je dirais, un sens très développé du compromis de John Kerry, un journaliste. Il fallait justement observer que les qualités de l'un et de l'autre, je dirais cette réticence à l'interventionnisme et ce sens très développé du compromis était peut-être, je dirais, une des principales interrogations aujourd'hui pour nous, pour les Européens, d'abord, qui constatent évidemment que collectivement et par l'Union européenne, ils ont du mal à se faire entendre, ils se situent en retrait des évolutions récentes, ce qui sans doute justifie le titre que vous avez choisi, l'Union européenne au Moyen-Orient, un acteur faible dans un voisinage compliqué. Acteur faible, certes il y a des pays qui sont engagés, notamment dans la lutte contre le terrorisme, d'abord militairement comme la France ou le Royaume-Uni dans cette zone. Il y a l'impact de ce conflit très manifeste pour toute une série de pays qui se trouvent en première ligne, je pense à la Grèce ou aux pays des Balkans face à la problématique des réfugiés, et au fond une forme d'incapacité pour l'Union européenne et pour ses acteurs en tant qu'État ou collectivement à définir une position, à cerner leur intérêt stratégique, à mieux cerner leur capacité d'influence ou d'action diplomatique. Alors pour discuter de cette question, Nicole Niesotto est avec nous ce soir. Elle fait partie, vous le savez, du comité de pilotage de la chaire. Donc c'est pas la première fois que vous la voyez invitée ici comme discutante. Elle est, vous le savez, présidente du conseil d'administration de l'IHEDN, professeure titulaire de la chaire sur l'Union européenne au CNAM. Elle a été la première directrice de l'Institut d'études de sécurité de l'Union européenne et spécialiste reconnue des questions stratégiques de défense et des questions européennes. Elle a notamment, parmi d'autres publications, une des plus récentes publiées, Faut-il enterrer la défense européenne? Et c'est elle qui expliquera avec Yann Richard, je le répète à chaque fois, mais vous connaissez bien maintenant l'organisation de ces séances. La parole d'abord à notre invité, Yann Richard, ensuite une discussion avec l'autre intervenant, et puis les interprétations de la salle. Yann Richard, je vous passe la parole. Merci, M. Gauthier, merci pour l'invitation de la chaire, pour que
merci de l'occasion qui nous est donnée de discuter ensemble ce soir du rapport entre l'Union européenne et de ce voisinage compliqué qu'est le Moyen-Orient. Alors, en introduction, puisque c'est très universitaire aussi, donc je vais définir 2-3 mots pour être sûr que nous parlons bien des mêmes choses. D'abord, le Moyen-Orient, de quoi s'agit-il? C'est une entité géographique dont les limites sont bien difficiles à définir, une fois pour toutes. Donc, si on retient la définition américaine, dont longtemps les États-Unis ont parlé de wider Middle East, c'est beaucoup plus grand que l'espace qui est représenté sur la carte qui est derrière moi, ça va jusqu'à la Mauritanie et ça irait jusqu'à l'Afghanistan. Là, on a un espace qui est, disons, le Moyen-Orient le plus académique et celui qui est l'objet du plus large consensus. Vous voyez qu'on englobe des pays qui vont du monde perse à la Turquie, à l'Égypte, à l'ensemble de la péninsule arabique. Voilà pour le Moyen-Orient. C'est un voisinage de l'Union européenne, indirect, mais c'est un voisinage, en tout cas, et on verra ce que ça veut dire. Deuxième chose, l'Union européenne, ça veut dire quoi? Là aussi, c'est plus difficile à définir qu'il n'y paraît, puisque l'Union européenne, ce sont des pays membres qui ont des positionnements particuliers dans les relations internationales, qui ont des intérêts particuliers, voilà, qui ne sont pas forcément convergents, et c'est aussi un ensemble d'institutions qui parfois partagent, exercent un pouvoir au niveau supranational. Voilà, donc dans l'exposé qui sera le mien ce soir, je vais parler beaucoup de l'Union européenne en tant qu'institution, en se demandant si l'Union européenne est un acteur ou pas des relations internationales. Il y a beaucoup de littérature déjà sur ce sujet, et on peut traiter cette question en géographe et en géopoliticien. On va voir dans quelle mesure l'Union est une actrice, un acteur ou pas dans cette région du monde très particulier. Et lorsque j'évoquerai les pays membres de l'Union européenne, parce que dans certains cas ce sont ces pays qui sont en avant plutôt dans l'action, beaucoup plus avancés que les institutions européennes, je le mentionnerai. Troisième chose que je voulais dire dans cette courte introduction, pourquoi s'interroger sur la relation entre l'Union européenne et le Moyen-Orient? D'abord parce que le Moyen-Orient, c'est très près de l'Union européenne. Longtemps, on a cru que c'était loin. Dans les années 80, quand on nous parlait tous les soirs à la télévision de la guerre Iran-Irak, par exemple, ça nous paraissait assez lointain finalement. Avec l'élargissement et avec la possible adhésion peut-être un jour de la Turquie, mais qui est déjà membre de l'Union douanière européenne, je le rappelle, ces conflits sont aujourd'hui déjà au contact quasi direct de l'Union européenne. Donc le voisinage n'a fait que se renforcer et on en voit tous les jours des effets sur le territoire européen. Dans ce voisinage, on assiste depuis les printemps arabes, principalement depuis 2011, à une prolifération de la conflictualité dont on sent les effets collatéraux dans ce qu'on pourrait appeler le territoire européen aujourd'hui. Et il se trouve que l'Union européenne souhaite intervenir dans cette région, donc cette question du rapport entre l'Union européenne et le Moyen-Orient est tout à fait importante et légitime. Alors dans cette présentation, je vais essayer de développer quelques grandes idées que j'évoque très rapidement. Dans un premier temps, en géographe et en géopoliticien, j'aimerais montrer quelles sont les relations qui existent entre l'Union européenne et le Moyen-Orient. Malgré le fait que l'Union européenne et le Moyen-Orient soient voisins, les relations fonctionnelles qui existent entre ces deux régions du monde sont d'abord inégales et on peut dire dans certains domaines très en dessous de ce à quoi on pourrait s'attendre de façon intuitive, compte tenu de la proximité qui existe entre le Moyen-Orient et l'Union européenne. Donc c'est très proche, mais les relations fonctionnelles sont finalement inégales et assez faibles dans beaucoup de domaines. Deuxième chose, l'Union européenne est présente de deux manières, je dirais, sur le terrain moyen-oriental comme acteur des relations internationales. D'abord, elle entretient une relation politique de fond à travers l'action extérieure du service européen, l'action extérieure actuellement dirigée par Mme Mogherini, mais aussi à travers la politique commerciale, à travers l'aide au développement, etc. Donc c'est une région sur le temps long dans laquelle l'Union européenne n'est pas inactive, au contraire, mais c'est une région dans laquelle on peut dire le bilan diplomatique de l'action européenne est finalement assez faible, voire limité, très limité dans de très nombreux domaines que j'évoquerai. En tout cas, c'est un bilan inégal. Et on essaiera de savoir pourquoi. Troisièmement, on s'interrogera, pour terminer, sur les raisons sur ce qui peut expliquer le pourquoi du comment de la faiblesse de l'Union européenne dans cette région, pourquoi l'Union européenne est un acteur faible dans cette partie du monde. Alors très rapidement,
J'enchaîne sur ma première partie. L'Union européenne entretient des relations de différentes natures avec cette région qui est le Moyen-Orient. Et ce sont des relations qui sont marquées par un certain nombre d'idées très fortes que je voudrais mentionner dans cette première partie. D'abord, le Moyen-Orient, c'est une région qui a un caractère stratégique, mais pas que pour l'Union européenne, pour tout le monde. C'est une des régions où se trouvent les plus grandes réserves de ressources énergétiques. Par exemple, on y trouve un certain nombre d'itinéraires commerciaux absolument importants, comme la fermeture de la mer Rouge, par exemple, le canal de Suez, et ainsi de suite. C'est une région particulièrement importante pour toutes ces raisons. Et l'Union européenne, finalement, lorsqu'on regarde les chiffres, est finalement assez peu dépendante énergétiquement de cette région, surtout lorsqu'on rapporte les importations de gaz et de pétrole à sa consommation énergétique brute finale. Si on regarde les choses sur ces graphiques, vous avez à gauche l'origine des importations de gaz de l'Union européenne. On voit que les principaux fournisseurs sont la Russie, la Norvège, le Qatar, qui est un des gros propriétaires de gaz dans le monde, le domaine que l'Iran d'ailleurs, est un fournisseur secondaire à moins de 10%, ce n'est pas négligeable, mais on n'est pas au niveau des autres grands fournisseurs de l'Union européenne. Et l'Iran, et pour cause, pour l'instant ne fournit pas. Si vous regardez le graphique de droite, la fourniture en pétrole vient principalement de l'ancienne URSS, principalement la Russie, bien sûr. Le Moyen-Orient a vu sa part dans les importations de pétrole de l'Union européenne, à 28, consolidé de façon fictive jusqu'à 1990. Le Moyen-Orient a vu sa part baisser systématiquement depuis maintenant une vingtaine d'années. Voilà, donc c'est un premier élément qui peut être surprenant, en tout cas qui est contre-intuitif. Par ailleurs, la relation commerciale de l'Union européenne avec les pays de ce voisinage sud-est sont relativement faibles. L'Union européenne, si on exclut le commerce international intra-européen, ça représente environ 25% du commerce mondial. Ce n'est pas négligeable, donc c'est un poids lourd du commerce international. Et par ailleurs, l'Union européenne est le premier partenaire commercial de la quasi-totalité des pays de son voisinage. Mais plus on va vers l'Est et le Sud-Est, plus l'attractivité commerciale de l'Union européenne est faible. Et vous voyez qu'avec la Turquie, l'Union européenne est un partenaire considérable, elle absorbe environ 40% du commerce extérieur turc, mais à mesure que l'on va vers le Liban, l'Égypte, l'Irak, la Jordanie, le CCG, c'est le Conseil de coopération du Golfe, puis l'Iran, puis la Syrie, la part de l'Union européenne dans le commerce extérieur de ces pays est très faible, ce qui contribue, on le verra, à anonymiser son audience dans cette région, sa visibilité, en tout cas le fait qu'elle soit peu audible. Voilà donc pour le commerce, et on peut voir que depuis quelques années, la part de l'Union européenne dans le commerce, notamment des pays du Golfe, c'est la courbe en orange sur ce graphique, ne cesse de baisser, de même que la part de l'Union européenne dans le commerce des pays méditerranéens. Elle ne cesse de reculer aussi. Donc il y a là une relation fonctionnelle qui finalement est assez faible et qui est en retrait. Ça se vérifie dans d'autres domaines. Vous avez ici une carte en anglais, j'ai tiré d'un rapport qu'on avait rendu à l'Union européenne il y a quelques temps. Vous avez ici une carte des traités bilatéraux internationaux qui ont été signés par l'Union européenne dans différents domaines, là en particulier dans le domaine universitaire. Et vous voyez que les universités européennes privilégient des coopérations avec l'Amérique du Nord, avec l'ex-URSS, avec Israël et la Turquie, mais quasiment pas avec les pays de la péninsule arabique. Et c'est le cas lorsqu'on regarde, par exemple, l'implication des pays du monde dans les grands programmes de recherche européens. On voit là une absence quasi totale des pays de la péninsule arabique. Donc, très peu de commerce, de moins en moins à mesure qu'on va vers l'Est et le Sud-Est, une coopération scientifique qui par ailleurs est très faible, et une importance au regard de l'approvisionnement énergétique qui est finalement assez secondaire. Je terminerai avec les flux d'étudiants. Lorsqu'une entité, quelle qu'elle soit, souhaite peser, en tout cas avoir une influence, une audience, être visible dans les relations internationales, il peut être très bon de former les futures élites de ces pays-là. Et plus vous allez maintenant vers l'Afrique centrale et l'Afrique méridionale, et plus vous allez vers le Moyen-Orient et la péninsule arabique, plus l'attractivité de l'Union européenne sur les étudiants de ces pays est faible. On a même constaté en Turquie, depuis la Turquie, un abaissement, entre guillemets, assez catastrophique, en tout cas brutal, du flux d'étudiants turcs vers l'Union européenne depuis quelques années maintenant. Donc tout ça contribue aussi à faire reculer la visibilité de l'Union européenne dans cette région.
Alors, l'Union européenne, excusez-moi, le Moyen-Orient est un acteur, enfin, une région stratégique pour l'Union européenne, pour d'autres raisons, néanmoins, que je vais évoquer ici très rapidement. D'abord, il y a un enjeu dans cette région, hein, c'est la sécurité et la prolifération des conflits. La sécurité, ce n'est pas une question qui date des printemps arabes. Hein. En 2002, on a commencé à découvrir le programme militaire nucléaire iranien. En 2007, on a soupçonné la Syrie d'ouvrir un programme de ce type, hein, et ça fait depuis maintenant une quarantaine d'années, ou une cinquantaine d'années, enfin en tout cas depuis 1974, qu'on s'inquiète beaucoup de la prolifération possible des armements divers et variés dans cette région. En 1974, je vous rappelle, le Shah lui-même avait proposé de créer une zone excluant les armements nucléaires dans le Moyen-Orient. Aujourd'hui, ce qui inquiète l'Union européenne, mais pas seulement elle, ça n'est pas tellement la possibilité d'un usage nucléaire de l'arme par les Iraniens, qui, d'après ce qu'on peut en lire, souhaitent plutôt sanctuariser leur territoire qu'agresser des pays voisins, encore que ça fait objet de débat, hein. Mais il y a, notamment dans les pays arabes, une peur d'un accident nucléaire. Au regard du niveau technologique de l'Iran aujourd'hui, hein, on craint un accident qui aurait des retombées dans les pays voisins naturellement. Par ailleurs, lorsqu'un pays se dote d'un programme nucléaire à vocation militaire, il y a toujours derrière un risque d'émulation régionale. Un pays se dote d'une arme, ou fait mine de vouloir se doter d'une arme, ce qui rend en quelque sorte, entre guillemets, légitime l'effort d'armement nucléaire de pays voisins. Donc c'est une crainte là aussi de ce type qui existe. Par ailleurs, l'Union européenne, il existe, je dirais, dans l'Union européenne une crainte, je dirais, au regard de l'insécurité non seulement du voisinage, mais un risque d'insécurité sur son propre territoire. Alors, depuis 2010, depuis la fin de l'année 2010, hein, on constate l'essor de ce qu'on a appelé les printemps arabes, hein, et le printemps arabe et l'Union européenne ressent beaucoup plus ce qui se passe dans le monde arabe, moyen-oriental qu'autrefois. Hein. Cela vient du fait hein, qu'elle s'est élargie, j'en parlais en introduction, hein, et comme vous pouvez le voir sur cette carte, hein, que je laisse volontairement, la Turquie hein, est un pays qui a une frontière commune avec la Syrie, avec l'Irak, avec l'Iran, donc avec une grande partie finalement du Moyen-Orient, et c'est un élément d'inquiétude hein, compte tenu de la densité des relations qui existent entre la Turquie et l'Union européenne. Et je vous le rappelle, la Turquie est membre de l'Union douanière européenne, donc c'est déjà un pays en marche vers l'Union européenne, et c'est un candidat, je dirais, officiel, même si les négociations d'adhésion patinent depuis quelque temps. C'est une région qui inquiète parce que si l'on se reporte aux chiffres de ce centre d'études de l'université de Heidelberg, hein, qui produit chaque année le baromètre des conflits dans le monde, hein, on recense pas moins de 21 guerres dans le monde, et le conflict baromètre de Heidelberg compte au Moyen-Orient pas moins de 12 conflits hein, de ce type. Hein. Alors vous avez ici un graphique hein, qui vous montre les choses. Hein. Voilà les guerres, ce que le conflit baromètre appelle les guerres, et les guerres limitées dans le monde en 2014. Hein. On voit que c'est en Afrique subsaharienne qu'elles sont les plus nombreuses, mais le Moyen-Orient vient en deuxième position. Si on regarde les conflits en général, c'est-à-dire tout type de conflit, hein, du haut jusqu'en bas de l'échelle de la conflictualité, hein, le Moyen-Orient vient en troisième position. C'est une région où la conflictualité a tendance à proliférer, hein, on le sait bien. Voilà, alors l'Union européenne est par nature très inquiète et très intéressée par la conflictualité pour deux raisons. D'abord, on peut rappeler que l'Union européenne est un projet de paix, avant tout, hein, et donc elle souhaiterait appliquer à son environnement régional des recettes qui ont marché pour elle, pour pacifier les relations entre ces pays membres. Par ailleurs, l'Union européenne, et c'est perceptible dès l'année 2003, dès le lancement de la politique européenne de voisinage, hein, à l'initiative de Romano Prodi, hein, l'Union européenne a pris conscience du fait qu'elle n'est pas une île, elle n'est pas isolée du reste du monde. Elle est en très forte interaction avec son voisinage, à travers les flux migratoires, à travers le tourisme, à travers le commerce, à travers les échanges d'étudiants, à travers mille et une formes de relations sociales, voilà, par le travail, par la famille et ainsi de suite. Et ce qui se passe à l'extérieur du territoire européen a, dans la plupart des cas, un impact sur le territoire européen. Il a fallu un certain temps aux élites européennes pour s'en rendre compte, même si elles se savaient depuis un certain temps, il leur a fallu du temps pour mettre en œuvre un certain nombre de dispositifs politiques qui partent de ce postulat. Je terminerai cette première partie avec quelques dernières remarques.
Le Moyen-Orient inquiète aussi parce que l'Union européenne part du postulat, en tout cas de l'idée, pas encore constatée, mais ça peut arriver d'un désengagement américain. Les États-Unis semblent privilégier aujourd'hui dans leur déploiement stratégique peut-être d'autres régions du monde. Ils sont beaucoup moins dépendants qu'autrefois du Moyen-Orient pour leur approvisionnement énergétique. Ils ont atteint une situation de quasi-indépendance grâce aux réserves, notamment de gaz de schiste que l'on trouve en Amérique du Nord. Cela leur permet de se désengager. Par ailleurs, depuis les attentats au début des années 2000, il y a une brèche qui s'est formée entre les États-Unis et un certain nombre, enfin les monarchies notamment saoudiennes. Voilà. Donc les relations ne sont plus les mêmes. Et les États-Unis regardent davantage vers l'océan Indien et vers l'Asie orientale. C'est une crainte, d'autant plus que l'Union européenne, qui n'est pas en mesure de garantir sa propre sécurité militaire, puisqu'elle conspire à ne pas être un acteur militaire, ne serait évidemment pas davantage en mesure de garantir la sécurité et la stabilité du Moyen-Orient. Par ailleurs, si vous regardez ce graphique qui montre les dépenses militaires de différents pays du monde, en pourcentage de leur PIB, on voit l'effort militaire de l'Union européenne qui a tendance à, je dirais, stagner aux environs de 2% du PIB de l'Union européenne, alors que dans un certain nombre de pays de la région, il est sensiblement supérieur. Donc il y a là, je dirais, un terrain qui peut inquiéter aussi l'Union européenne. Je termine sur le caractère stratégique du Moyen-Orient dans le cadre je dirais, de relations avec l'Union européenne. Ça n'est pas un acteur stratégique que d'un point de vue négatif et énergétique, je dirais, mais aussi parce que, d'après certaines analyses, le voisinage en général, et le Moyen-Orient en particulier, pourrait jouer un rôle peut-être dans la relance du régionalisme européen. Le projet européen est en panne, il est essoufflé, il ne va pas bien. Tout le monde le sait, on a constaté notamment cela dès les coups de boutoir de la crise économique et financière de 2007, mais il se pourrait que l'élargissement d'un certain nombre de politiques européennes à quelques pays du voisinage pourrait contribuer, évidemment avec certaines conditions, à relancer le projet européen lui-même. Vous avez ici un exemple parmi d'autres, c'est ce qu'on appelle le plan solaire méditerranéen. Alors, pour qu'il fonctionne, il faudrait plein de scies, et avec plein de scies, on met Paris dans une bouteille, comme on dit. Néanmoins, il y a quelque chose qui peut se passer. Le voisinage méditerranéen est riche en beaucoup de ressources, et notamment en énergie solaire, et il serait possible, notamment, c'est un projet qui n'est pas fantasmagorique, il a été développé par un certain nombre d'industriels, ça a été pensé en tout cas, il serait possible de produire de l'énergie dans ce voisinage et de la faire venir vers l'Union européenne. Il y a un certain nombre de défis communs qui relèvent de la gestion de l'environnement, de la gestion de l'eau, de l'approvisionnement en eau, de la dépollution par exemple, qui pourraient faire l'objet d'une coopération avancée entre l'Union européenne et les pays de ce voisinage. Il existe une complémentarité démographique par ailleurs. Vous avez ici l'évolution de la population à l'horizon 2040 des voisins méditerranéens de l'Union européenne et l'évolution de la population de l'Europe de l'Ouest. Vous voyez, comme on dit, il n'y a pas photo. Voilà. Et vous avez ici l'évolution de la population à l'horizon 2050 des voisins de l'Est de l'Union européenne, des voisins méditerranéens et des Balkans occidentaux qui sont sur le plan démographique plutôt secondaire évidemment. Vous voyez donc une croissance considérable. Il existe des complémentarités démographiques, mais aussi économiques. Sur cette carte, plus les pays sont indiqués en vert foncé, plus leur effort en recherche et développement est élevé. Et vous avez la colonne qui représente l'effort en milliards de dollars. Et donc, je dirais que les ressources, notamment démographiques, etc., sont dans le sud et dans l'est, entre autres, et pas que dans ces régions, évidemment. Et les ressources en capital humain, technique, en population très formée, je dirais, en capital financier également, en recherche et technologie, se trouvent de l'autre côté de la Méditerranée. Donc il y a là aussi une forme de complémentarité qui, pourquoi pas, pourrait être utilisée. Vous avez aussi une complémentarité économique qui prend une autre forme. Par exemple, systématiquement depuis des années, la croissance du PIB est plus élevée dans le Moyen-Orient et de l'autre côté de la Méditerranée que de notre côté. Donc il y a des pays qui ont connu une consolidation économique significative, réelle, tangible, depuis le début des années 2000. Ce sont des pays qui se sont désendettés. Vous avez ici l'évolution de la dette rapportée au PIB dans un certain nombre de pays. Donc là,
On retrouve l'Égypte, la Jordanie, la Syrie, la Turquie, qui sont dans notre champ pour ce soir, dans notre champ géographique. On voit un désendettement significatif de ces pays qui se sont assainis sur le plan macroéconomique. On a des pays aussi où l'investissement croît. Alors c'est en Irak que c'est plus sensible, malgré la guerre. On voit donc une évolution de la formation brute de capital fixe, c'est l'investissement global, total rapporté au PIB, une augmentation très significative de ce qu'on appelle la FBCF. Voilà. Donc il se passe un certain nombre de choses. Là où il existe des discontinuités qui posent problème, peut-être, c'est encore évidemment un gap dans les comportements sociaux, culturels par exemple. Alors on voit un certain nombre d'indicateurs qui évoluent. Par exemple, l'évolution du taux de fécondité des pays méditerranéens et du Moyen-Orient a tendance elle chute, elle est en chute très rapide, elle s'aligne petit à petit, peut-être à un horizon moyen ou long sur les niveaux que l'on constate dans l'Union européenne. On voit par ailleurs un changement significatif dans le statut des femmes, même si le chemin est encore très long à parcourir. On voit que les femmes sont de plus en plus impliquées dans la population active, dans la formation secondaire, supérieure, etc. Voilà. Donc il se passe des choses et qui pourraient éventuellement être utilisées dans le cadre d'un régionalisme élargi à voir. Deuxième grande partie, très rapidement, l'Union européenne, comme je le disais, a une présence en termes d'action diplomatique dans cette partie du monde, et cette présence prend plusieurs formes. Néanmoins, lorsqu'on regarde l'action et le bilan de l'Union européenne dans certains dossiers diplomatiques très lourds, la question israélo-palestinienne, etc., mais pas seulement, son bilan est assez faible, en tout cas il est très inégal. Alors, je vais aller à la fin de mon... Voilà, donc vous avez ici sur cette carte une représentation des types de relations qui existent entre l'Union européenne et les pays de son voisinage, pour illustrer le début de cette deuxième partie. D'abord, l'Union européenne entretient des relations très particulières avec les pays qui sont indiqués en vert sur cette carte. Ce sont les pays éligibles à la politique européenne de voisinage, qui a été lancée en 2004, enfin en 2003, puis en 1er janvier 2004, qui a été réformée en 2007 et qui est en cours de réforme à l'heure actuelle. On verra pour quelles raisons. Par ailleurs, l'Union européenne a des relations avec les pays de la Ligue arabe, mais aussi, alors c'est une organisation régionale qui implique tous les pays arabes de la région, mais qui est assez faible sur le plan politique, finalement, puisqu'elle est traversée de nombreuses divisions. Elle entretient aussi des relations avec les pays du Conseil de coopération du Golfe, les pays de la péninsule arabique que vous connaissez par ailleurs. Donc, il y a là déjà 3 ensembles, avec les pays qui sont situés au-delà, avec l'Iran et l'Irak, et avec des pays comme le Yémen, les relations sont beaucoup moins formalisées. Ce sont des pays qui ne sont pas éligibles à la politique européenne de voisinage. Donc, ce sont des pays avec lesquels il existe ce qu'on appelle des accords de coopération qui se trouvent au degré 0 ou 1 ou 2, mais en tout cas en bas de l'échelle, au degré 1 de la coopération politique que l'Union européenne peut avoir avec des pays dans le monde. Ce sont des accords de coopération qui sont très peu contraignants. Voilà, donc on est loin des accords de partenariat signés, des accords d'association notamment signés dans le cadre de la politique européenne de voisinage. Avec la Turquie, la relation est très particulière. C'est un pays membre de l'Union douanière européenne depuis les années 90 et, par ailleurs, c'est un pays qui est un candidat officiel, selon la terminologie européenne, qui a officiellement commencé des négociations d'adhésion et qui a commencé à discuter avec l'Union européenne de la mise en œuvre des chapitres de l'acquis européen, même si les choses vont très lentement. Voilà, donc on peut distinguer donc plusieurs types de pays au regard des types de relations que l'Union européenne entretient avec les pays de cette région. Alors, au-delà de cette action diplomatique au long cours, que peut-on dire du bilan de l'action extérieure de l'Union européenne sur certains dossiers ? Premièrement, on peut donner les conclusions avant de développer. L'Union européenne a une action évidente dans certains dossiers. On va étudier quelques exemples. Deuxièmement, son bilan est en général très mince. Troisièmement, on verra pourquoi dans un dernier temps. Alors, le premier dossier que l'on peut évoquer, c'est le dossier du programme nucléaire iranien. Vous le savez, un accord a été signé récemment. En plusieurs étapes, l'Union européenne, le monde verra l'Iran mettre en œuvre ce programme et à l'horizon de quelques années, on verra un certain nombre de sanctions petit à petit tomber les unes après les autres. Alors, Madame Mogherini, qui est la patronne du service européen d'action extérieure de l'Union européenne, s'est félicitée de l'accord qui a été signé à Vienne récemment.
ce qui peut laisser penser que l'Union européenne a joué un rôle de premier plan dans la négociation. C'est beaucoup plus, je dirais, nuancé que ça, et la présence de l'Union européenne dans ce dossier est plus ou moins en trompe-l'œil. Les négociations ont été menées quand même par un certain nombre de pays, notamment des pays membres de l'Union européenne, mais pas seulement. Donc on a un ensemble de pays, 6 pays qui ont été à la manœuvre particulièrement, la Russie, la Chine, les États-Unis, et 3 pays membres de l'Union européenne, principalement donc la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni. Donc ce sont ces pays-là qui ont fait avancer incontestablement la négociation. Même si l'Union européenne a été associée, son rôle a été finalement secondaire dans le processus. Alors, néanmoins, là où l'Union européenne a joué un rôle, c'est quand même en amenant les pays membres de l'Union européenne à adopter des positions communes sur ce dossier, ce qui, après tout, c'est mieux d'avoir des positions communes que de ne pas en avoir du tout. On le voit aujourd'hui sur le dossier des migrants syriens dans l'Union européenne. Ça permet d'être un petit peu plus audible. Deuxièmement, il y avait une convergence de vues quasi totale entre les 6 pays qui ont participé donc à ce processus, donc les 3 pays européens et les 3 pays extra-européens. Donc c'est aussi une aide évidente. Par ailleurs, l'Union européenne a adopté quand même un positionnement diplomatique qui était un peu différent de celui des États-Unis. Elle a apporté quand même une tonalité un peu alternative en refusant, puisque ça n'est pas sa vocation, d'exprimer des menaces à nature militaire, puisque l'Union européenne n'est pas une puissance militaire. Donc elle a apporté incontestablement une tonalité particulière, soit lorsque l'Union européenne en tant qu'institution a été sollicitée, éventuellement pour donner un avis, soit parce que les pays membres de l'Union européenne, de ce groupe de 6 pays, ont adopté un positionnement de type européen, je dirais entre guillemets. Et l'Union européenne a préféré adopter un discours, je dirais, autonome dans ce dossier en rappelant la primauté du droit, du multilatéralisme et en refusant d'agiter le chiffon rouge du militaire comme instrument des relations internationales, puisque ça n'est pas sa vocation. En ce qui concerne le dossier israélo-palestinien, là, c'est un peu un mystère. Sans être un mystère, on peut dire que l'Union européenne a tous les atouts dans sa main pour peser très fortement dans le règlement du dossier israélo-palestinien. Premièrement, elle est la première donatrice de l'aide au développement à l'autorité palestinienne, 500 millions à 300 millions d'euros selon les années. Autant dire que l'État palestinien fonctionne grâce à l'aide au développement versée par l'Union européenne. Et on peut se demander dans ces conditions pourquoi l'Union européenne est-elle si peu audible dans les négociations et pourquoi elle est si peu écoutée par les Palestiniens. À l'heure actuelle, ça peut se comprendre. Les Palestiniens sont eux-mêmes divisés entre le Hamas et le Fatah. Évidemment, les relations ne sont pas excellentes, mais même lorsque le Fatah était seul à la manœuvre, l'Union européenne n'était pas plus audible. Par ailleurs, l'Union européenne pèse considérablement dans le commerce extérieur de ces pays. Voilà, donc on peut se demander pourquoi ça ne marche pas. Et autre chose qui est assez intéressante, c'est le fait que l'Union européenne a pris acte, puisqu'elle est présente à l'ONU sans siéger, elle est présente à l'ONU, elle a pris acte depuis des années des sanctions qui ont été votées contre tel ou tel pays dans la région, contre tel ou tel belligérant, contre Israël entre autres, dans le cadre notamment du conflit contre la Palestine, mais elle a pris acte, elle a salué, elle a accepté ces sanctions en leur reconnaissant leur caractère légitime, mais elle n'a jamais agi en cohérence avec le discours, en disant, par exemple, Israël est sanctionné sur tel ou tel dossier, nous sommes très favorables, l'Union européenne est par essence très favorable, très alignée sur les positions de l'ONU, puisqu'elle est très multilatéraliste, mais jamais elle n'a engagé d'action derrière pour mettre en œuvre les sanctions, en tout cas pour être en cohérence avec les sanctions votées contre Israël ou contre d'autres pays de la région. Le seul acte significatif commis par l'Union européenne récemment sur ce dossier, c'est la décision d'étiqueter les produits fabriqués dans les colonies israéliennes qui sont destinés aux marchés internationaux et qui sont exportés. Et là, vraisemblablement, c'est une décision qui a, je dirais, inquiété le gouvernement israélien qui a décidé d'exclure immédiatement l'Union européenne du quartet, qui est donc, je dirais, à l'initiative, en tout cas qui donne forme, qui donne corps aux négociations de paix entre Israël et la Palestine depuis quelque temps déjà. Voilà. Donc l'Union européenne est actuellement officiellement en dehors du processus de paix.
Je termine sur la présence européenne au Moyen-Orient. Elle prend d'autres formes. L'Union européenne est présente dans le cadre de missions humanitaires, de désarmement, etc. Donc elle a entretenu un certain nombre de missions dans cette région, notamment en Irak et en Palestine, par exemple. Et surtout, l'Union européenne est reconnue unanimement comme un acteur fondamental non seulement de l'aide au développement, mais de l'aide humanitaire. Aujourd'hui, l'Union européenne, il faut le savoir, il faut le rappeler quand même, a décroché à peu près 8 milliards de dollars au titre du soutien aux réfugiés, par exemple, syriens, qui sont aujourd'hui soit déplacés à l'intérieur de leur territoire, soit réfugiés dans des pays voisins. Donc on parle des Syriens qui sont présents dans l'Union européenne, mais la plupart sont en Turquie, en Jordanie, au Liban. Aujourd'hui, l'Union européenne débloque des sommes considérables pour donc garantir l'accueil de ces populations dans les pays du voisinage. Alors, face au printemps arabe, d'une façon générale, l'Union européenne a une action, je dirais, plutôt verbale, plutôt incantatoire. Elle se félicite d'un certain nombre de choses, mais elle est plutôt dans l'incantation et dans la déclaration, dans le déclaratoire que dans l'action. Néanmoins, elle fait un certain nombre de choses. Alors, je donne 2 exemples. Le 8 et le 25 mars 2011, l'Union européenne a publié 2 communications conjointes du Service européen d'action extérieure et de la Commission européenne, se félicitant du printemps arabe et affichant sa volonté de soutenir le processus de réforme politique et institutionnelle et le développement de la société civile dans les pays concernés. Derrière ces déclarations, les actions sont assez peu nombreuses. Elle n'est pas, je dirais, fautive. Quand je dis ça, je ne mets pas l'Union européenne à l'index. Encore faut-il que la situation sur le terrain soit favorable au développement d'une action locale. Ça n'est pas toujours le cas. Alors, on peut prendre l'exemple de la Jordanie, qui a été marginalement, concernés par les printemps arabes, mais dont un gouvernement a dû démissionner malgré tout en octobre 2010, dans le contexte du printemps arabe. Alors l'Union européenne a annoncé très tôt, après la démission, qu'elle aiderait les réformes. Elle a annoncé qu'elle soutiendrait dans ce pays un certain nombre d'amendements à la Constitution, notamment dans le domaine du renforcement des droits des citoyens et dans l'indépendance du pouvoir judiciaire, par exemple. Et même s'il y a encore fort à faire, elle a constaté un certain nombre de progrès dans les rapports qu'elle fait sur ce pays au titre de la politique de voisinage. Enfin, l'Union européenne a décidé un déblocage de crédits anticipés au titre de la politique de voisinage, des crédits qui devaient être anticipés les années suivantes, qui devaient être versés les années suivantes, ont été débloqués de façon beaucoup plus précoce, pour donc aider ce pays dans un certain nombre de réformes. Je terminerai cette deuxième partie en soulignant ce que l'on pourrait interpréter comme des incohérences de la politique européenne. Alors, l'Union européenne, lorsqu'on lit son site internet, qui est assez touffu, je pense qu'on pourrait mettre un étudiant, un doctorant sur la compréhension de la géographie du site internet de l'Union européenne, parce qu'il est très compliqué, néanmoins il est très riche, il y a énormément de choses dedans, c'est l'avantage, et l'Union européenne, lorsqu'on est sur la page concernée à l'Union européenne dans le monde, affiche un certain nombre de priorités. De même, lorsqu'on regarde le texte très récent de la stratégie européenne de sécurité, qui a été remis à jour à l'initiative de Madame Mogherini. Et on constate là que le Moyen-Orient apparaît en bonne position comme une région qui attire l'attention de l'Union européenne. Néanmoins, depuis longtemps, on peut constater que le voisinage sud-est, le Moyen-Orient, n'est pas une priorité de l'action politique européenne. Si on calcule le niveau de priorité d'une région pour l'Union européenne à l'aune du nombre de traités bilatéraux que l'Union européenne a signés avec les pays de cette région, on voit que le voisinage moyen-oriental n'est pas prioritaire. Vous avez ici des cercles qui sont proportionnels au nombre de traités bilatéraux que l'Union européenne a signés avec tous les pays du monde. De loin, les voisins les plus stratégiques et les plus importants sont les voisins riches de l'Union européenne. Islande, Liechtenstein, Norvège, Suisse, qui de toute façon sont des membres de fait du marché commun aujourd'hui. C'est un fait. Par ailleurs, quand vous allez vers l'Afrique du Nord, là, le niveau d'implication européen est beaucoup plus bas, et vers le Moyen-Orient, il est très faible. Vous avez ici des colonnes qui sont proportionnelles au nombre de traités signés avec les pays de la région. Vous voyez, dès qu'on arrive au Liban, Palestine, Syrie, Yémen, Irak, donc le nombre de traités est finalement très faible. Et c'est en Arabie saoudite
et dans les autres pays du Golfe qu'il ne se passe rien, ou quasiment rien, même s'il existe des relations au niveau bilatéral. Avec l'Union européenne, il ne se passe pas grand-chose. Si on regarde maintenant la répartition du stock d'investissement direct fait par les firmes européennes, c'est très intéressant parce que si on compare ce qui se fait dans d'autres grands pays riches du monde, le tropisme du voisinage est beaucoup plus faible. Il faut savoir par exemple que le Japon, les firmes japonaises font à peu près 20% ou un quart de leurs investissements dans leur voisinage géographique, en développement. Les États-Unis font à peu près 20 ou 25% de leurs investissements en Amérique centrale et en Amérique du Sud. L'attractivité du voisinage sur les firmes européennes est beaucoup plus faible. Les firmes européennes, elles investissent ailleurs. Alors là aussi, je ne mets pas à l'index. Quand on est propriétaire d'1 milliard de dollars, on a tendance à ne pas l'investir en Syrie aujourd'hui. C'est une évidence. Le niveau de risque pays est tellement élevé que c'est tout à fait évident, facile à comprendre. Néanmoins, c'est traditionnel, même avant l'éclatement des conflits contemporains du printemps arabe, etc., dans cette région, même avant cela, lorsque la région était plutôt, je dirais, calme, entre guillemets, l'attraction du Moyen-Orient sur les investisseurs européens était extrêmement faible. Je termine avec l'aide au développement. Vous avez ici un graphique en 3 courbes qui s'arrête volontairement à 2011, donc je m'arrête au printemps arabe. Et que voit-on? Alors ce qui est intéressant, c'est la courbe bleue. Depuis les années 60, on voit que les pays du voisinage européen attirent une proportion toujours plus faible de l'aide au développement de l'Union européenne. Quand on dit ça, on ne dit pas rien. Il faut rappeler que l'Union européenne est l'acteur numéro 1 de l'aide au développement dans le monde. Quand on additionne l'aide budget de la Commission européenne et l'aide bilatérale versée par les pays membres, c'est 55% de l'aide au développement décaissée chaque année, décaissée, pas engagée, mais vraiment payée, mise donc dans les circuits financiers pour acheter des choses, etc. Ce qui est intéressant, c'est que l'Union européenne est totalement incohérente sur ce dossier. La courbe orange, c'est l'évolution de l'aide au développement versée par la Commission. Elle ne cesse de croître. Donc quand la Commission européenne dit le voisinage, pour moi, entre autres le Moyen-Orient, c'est important, elle fait de plus en plus d'aide au développement dans le Moyen-Orient et dans le voisinage. Donc il y a une cohérence action-discours. En revanche, les pays membres de l'Union européenne font de l'aide au développement partout, sauf dans le voisinage, en tout cas de moins en moins dans le voisinage. Il y a là donc une incohérence. La cohérence ou la cohésion, c'est un des critères qui est les plus étudiés par les spécialistes des relations internationales quand ils veulent mesurer ce qu'ils appellent l'actorness d'un acteur des relations internationales. Voilà, je terminerai avec quelques remarques plus ou moins conclusives. Et donc pour répondre à une question simple, simple qui n'est pas simple, pourquoi l'Union européenne peine-t-elle tant à devenir un acteur dans cette région du monde en particulier? D'abord, on peut partir d'un constat, l'Union européenne n'arrive pas à construire sa relation avec le voisinage moyen-oriental. Elle subit son voisinage avec le Moyen-Orient. On peut argumenter là de plusieurs manières. D'abord, la guerre en Syrie et les effets de la guerre en Syrie et en Irak ont tendance à creuser là où existent déjà des lignes de clivage dans la construction européenne. C'est tout à fait, selon des lignes de clivage qui n'ont pas la même géographie, exactement ce qui s'est passé avec la crise économique et financière, qui a frappé là où les pays étaient structurellement les plus faibles. Les pays qui ont les plus souffert de la crise sont ceux qui étaient déjà les plus faibles économiquement dans l'Union européenne, structurellement. Là, dans le cas de la guerre en Syrie et en Irak, c'est exactement la même chose. On observe un certain nombre de divisions profondes. Vous les connaissez, vous lisez la presse tous les jours, donc je n'entre pas dans les détails. Des divisions à propos de la gestion du flux de réfugiés. On a vu encore hier ou avant-hier les invectives entre le gouvernement autrichien et donc le gouvernement grec au Conseil européen. Donc il paraît que les noms d'oiseaux ont volé. On constate que un certain nombre de pays dits du groupe de Visegrad refusent de s'associer donc à, entre guillemets, la modification, disons l'entorse au système de Dublin II qui était proposé donc par la présidence européenne en exercice. Donc il y a là des divisions qui sont très profondes et au bout du compte, que se passe-t-il? Les frontières se ferment, Schengen
Pour la réallocation des flux de réfugiés et Dublin, ça ne marche pas, et la Grèce se retrouve un petit peu isolée tout au fond des Balkans. On observe aussi un certain nombre de divisions à propos de l'intervention militaire en Syrie. Là, l'Union européenne n'intervient pas, mais des pays membres de l'Union européenne interviennent, mais qui intervient? Principalement la France, le Royaume-Uni. L'Allemagne a soutenu du bout des lèvres en donnant quelques bateaux, et principalement un navire de guerre, pour soutenir l'effort en Méditerranée orientale. Voilà, et un certain nombre d'autres pays n'ont pas souhaité s'impliquer. Dernière chose, il y a des discontinuités, des divisions très fortes au sein de l'Union européenne sur le règlement de la question syrienne, puisque la France, par exemple, on sait, est très hostile à un règlement de la question syrienne en conservant Bachar el-Assad au pouvoir, mais on sait que d'autres pays membres ont dit que finalement Bachar el-Assad, c'était une option qui présentait tout de même un intérêt et qu'il était intéressant de l'associer non seulement aux négociations, mais au règlement post-guerre. C'est le cas notamment de pays comme l'Espagne. Je termine avec un dernier type de division, je dirais, c'est la question donc de la Palestine. Donc les divisions européennes autour de la Syrie et de l'Irak, ça ne date pas d'aujourd'hui. Lorsqu'on a voté en 2012 à l'ONU pour donner à la Palestine un statut d'observateur, je rappelle quand même que la France, le Danemark, le Luxembourg, l'Irlande ont dit oui, la Belgique a dit oui au dernier moment et du bout des lèvres. Le Royaume-Uni a dit oui, mais avec des conditions. L'Allemagne a exprimé donc très fortement, explicitement ses doutes. Les Pays-Bas et l'Italie ont dit non, pas de statut d'observateur pour la Palestine. Voilà. Et donc je n'entre pas davantage dans les détails, mais la guerre en Irak, c'était pareil, et les interventions en Afrique, c'est pareil. Il y a des divisions encore et encore, ce qui n'est pas une surprise. Chaque pays a sa doctrine de politique étrangère. J'y viens dans la deuxième partie de cette conclusion. Alors, le discours européen présente deux caractéristiques à propos du Moyen-Orient en particulier, mais pas seulement. C'est un discours qui est assez flou, finalement, et c'est un discours qui est plus déterminé que déterminant. Alors, je m'explique. L'Union européenne, ça c'est une chose qu'on sait très bien, je ne rentre pas dans les détails, a beaucoup de mal à faire le saut d'une construction économique et commerciale et très technique à une construction politique. Il y a là ce que les fonctionnalistes appellent, ou les néo-fonctionnalistes appellent un effet de levier, un spillover effect, c'est-à-dire qu'on passe d'un domaine à l'autre à une extension de la souveraineté partagée au niveau supranational. Ça a été possible dans beaucoup de domaines, on a créé une situation de fait, c'est donc ce que les pères fondateurs voulaient, mais faire le saut qualitatif de ce mélange d'intergouvernementalisme et de fédéralisme au fédéralisme en matière de politique étrangère, là, les pays européens n'y arrivent pas. Et les pays européens, par ailleurs, non seulement n'ont pas la même vision des choses, mais ils n'ont pas le même statut. Certains sont membres du Conseil permanent de sécurité de l'ONU, d'autres non. Certains sont des puissances nucléaires, d'autres non. Certains sont des puissances nucléaires militaires crédibles, la France et le Royaume-Uni, d'autres non. Donc, évidemment, lorsqu'on assemble tous ces paramètres, tous ces critères, la manière dont on regarde les relations internationales n'est pas la même. Et pour beaucoup de pays européens, le Moyen-Orient n'est clairement pas une priorité. Il suffit de lire la stratégie la doctrine de politique étrangère de ces pays. Le Moyen-Orient apparaît souvent une fois ou deux dans leur doctrine, mais dans de très nombreux cas, le Moyen-Orient n'apparaît pas. Et lorsqu'il apparaît, c'est comme un élément de décor lointain, puisqu'on ne peut pas faire autrement que de le mentionner, puisqu'il s'y passe des choses. Mais très souvent, c'est très lointain. Il n'y a pas de mention d'une volonté de s'impliquer directement, si ce n'est au niveau multilatéral, à l'ONU, on soutient les efforts de paix, etc. Et dans certains cas, le Moyen-Orient et, par exemple, le dossier israélo-arabe n'apparaissent pas dans la doctrine de politique étrangère. Donc il y a là quelque chose qui mérite d'être observé et souligné. Voilà. Alors lorsqu'on regarde la stratégie européenne de sécurité, un texte qui a été publié récemment, le Moyen-Orient apparaît 12 fois dans le texte, ce qui n'est pas négligeable. Il est en deuxième position dans les défis que s'est donné l'Union européenne. Et dans la stratégie de 2003, façon Javier Solana, le Moyen-Orient n'apparaissait que 5 fois. Donc on peut dire que le Moyen-Orient monte en gamme. En réalité, c'est plus compliqué que cela. Évidemment, d'abord, on est dans le registre du discours officiel, donc on est dans un texte très diplomatique.
diplomatique. Par ailleurs, lorsque le Moyen-Orient est évoqué, il est évoqué de deux façons qui sont intéressantes. Soit comme une juxtaposition de dossiers très locaux, très ponctuels, le conflit israélo-arabe, israélo-palestinien. Donc on évoque des choses qui sont très ponctuelles, qui sont parfois très éloignées dans l'espace. Et lorsqu'il est évoqué de façon globale, c'est de façon très floue, sans être véritablement caractérisé. Donc c'est quelque chose qui, là, est tout à fait remarquable. Alors, avant-dernière remarque, dans ma conclusion, l'Union européenne dispose d'un certain nombre d'outils que l'on peut considérer comme mal adaptés dans le cadre de ses relations avec les pays du Moyen-Orient. D'abord, comme je le disais tout à l'heure, l'Union européenne dispose d'une politique européenne de voisinage. Le problème de la politique européenne de voisinage, enfin, il y a deux problèmes. Je vais retrouver ma carte. La politique européenne de voisinage présente deux problèmes. Ce sont les pays riverains de la Méditerranée qui sont éligibles à cette politique. Donc l'assiette géographique de la politique de voisinage ne va pas au-delà de la Syrie, de la Jordanie, du Liban, de la Palestine et d'Israël. Donc tout ce qui se passe au-delà n'est pas dans l'assiette géographique de cette politique. Par ailleurs, aujourd'hui, lorsqu'on observe la situation dans le Moyen-Orient, on peut dire, pour reprendre les analyses qui ont été faites par un certain Buzan, qui a défini ce qu'on appelle des complexes régionaux, complexes conflictuels régionaux, on peut considérer peut-être que le Moyen-Orient est un complexe conflictuel régional. Ça veut dire quoi? Qu'il y a une accumulation de conflits dans un espace délimité et qui ont tendance à interagir les uns avec les autres. Voilà. Donc à partir du moment où on est devant une situation telle qu'un complexe conflictuel régional, encore faudrait-il avoir un cadre pour la mise en œuvre de l'action diplomatique extérieure qui corresponde à ce complexe conflictuel régional. Alors, il en existe un, puisque l'Union européenne a un représentant permanent en théorie dans cette région, mais il a fallu longtemps avant de nommer ce représentant permanent. Il est arrivé en poste, finalement, de façon assez tardive. Voilà. Donc là, il y a un premier problème. Dernier problème de la politique européenne de voisinage, sa dotation financière est très faible, son approche est essentiellement bilatérale pays à pays, donc ça ne suffit pas, etc. On adresse des tas de reproches à la politique européenne de voisinage. Certains sont justifiés. Je termine avec 3 dernières remarques. L'Union européenne est peu visible dans la région et son discours est peu audible. À cet égard, on peut faire quelques remarques. D'abord, le Moyen-Orient aujourd'hui, c'est une région où sont en interaction un certain nombre de puissances qui sont avant tout des puissances, d'abord des États totalement souverains et des puissances qui sont des puissances militaires et qui sont en opposition parfois les unes aux autres. Et l'Union européenne qui vient prêcher la parole du multilatéralisme dans ce contexte, évidemment, n'est pas entendue. Deuxièmement, l'Union européenne, lorsqu'elle arrive avec sa politique de voisinage, fait un certain nombre d'erreurs de diagnostic. Dans les textes de la politique européenne de voisinage, on ne trouve nulle part mention de ces puissances régionales. Comment l'Union européenne peut-elle espérer faire quelque chose au titre de la politique de voisinage au Moyen-Orient si elle n'envisage pas un début de commencement de coopération avec la Turquie, avec l'Arabie saoudite et peut-être avec l'Iran? C'est exactement ce qui s'est passé en Ukraine avec la Russie. La politique de voisinage prétendait faire des choses pour le bénéfice de l'Union européenne en Ukraine sans solliciter la coopération de la Russie. Donc il y a là une erreur de diagnostic qui est majeure, à mon avis. Troisième remarque, dans cette région, les pays européens membres sont beaucoup plus visibles, ne serait-ce qu'à travers leur action militaire ou les contrats d'armement, que l'Union européenne, puisque le contexte est militaire et que l'Union européenne n'est pas adaptée à ce type de situation. Avant-dernière remarque, un certain nombre de pays pourraient être éventuellement des leviers dans les affaires régionales, par exemple la Russie qui est très impliquée. La conjoncture n'est pas favorable, les relations entre l'Union européenne et la Russie sont exécrables, on le sait. La Turquie aurait pu à un moment jouer aussi un rôle dans la région. Les relations entre l'Union européenne et la Turquie ne sont pas bonnes, puisque, entre autres, le processus de négociation de l'acquis européen patine. Alors tout cela renvoie, et je terminerai là-dessus, à l'image assez brouillée que l'Union européenne, de l'Union européenne parmi la population des pays du Moyen-Orient. Les pays du Moyen-Orient ont, les citoyens, les habitants des pays du Moyen-Orient ont une vision de l'Union européenne qui souvent est
positive, mais dans la plupart des cas, c'est ce que montre en tout cas l'Eurobaromètre, les enquêtes d'opinion faites par l'Union européenne dans ces pays-là, dans la plupart des cas, les habitants de ces pays disent qu'elle n'est pas en mesure d'apporter une valeur ajoutée en termes de stabilité et de sécurité. Donc elle n'est pas vue comme une puissance régionale crédible. En dehors du commerce et de l'aide humanitaire, on considère qu'elle n'est pas en mesure d'agir. Voilà, donc pour toutes ces raisons, on peut dire que l'Union européenne est un acteur, mais un acteur faible, en tout cas très incomplet, dans une région où le contexte, qui est très militaire, ne se prête pas à une action efficace de l'Union européenne, en tout cas pas maintenant. Merci de votre attention.